Allons-y. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Eva Zaccaro, je suis chargée de mission à l'ARP Normandie. Donc, c'est l'association régionale de promotion de l'éco-construction. Avant de démarrer ce webinaire, juste pour vous prévenir qu'il sera enregistré pour qu'on puisse ensuite diffuser le replay pour ceux et celles qui voudraient le re-regarder ou le partager. On a coupé vos micros, donc si vous avez des questions, l'idéal c'est plutôt de les poser directement dans la conversation, donc via le chat, et on pourra traiter les questions plutôt peut-être à la fin de l'intervention de Théo, voilà, pour éviter les interférences. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. On voulait commencer par vous replacer un peu dans le contexte. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de vous présenter ce webinaire? En fait, il faut savoir qu'on a lancé une réflexion en Normandie autour de la structuration d'une filière terre locale. En fait, ça a été mis en place en début d'année 2025. Plusieurs personnes se sont réunies en visio pour essayer d'organiser les premières rencontres de la construction terre crue en Normandie, donc qui ont eu lieu en mai dernier à côté de Caen. Ces premières rencontres, elles ont réuni une petite vingtaine de participants, donc à la fois des artisans, des chercheurs, des architectes, des ingénieurs, des fournisseurs de terre. Et on s'est rendu compte pendant ces premières rencontres qu'il y avait pas mal de questions sur les entités nationales. En fait, les professionnels de la terre crue en Normandie étaient un peu éloignés des dynamiques nationales et avaient envie de comprendre un peu plus ce qui se faisait à l'échelle du pays. À la suite de ces premières rencontres, le petit groupe constitué de quelques personnes qu'on a appelé le comité terre, mais c'est très informel, s'est réuni à nouveau au Havre en juin dernier, et puis est venue l'idée de proposer une série de webinaires justement pour répondre à ce besoin. Et on s'est dit que le premier webinaire peut-être pouvait se consacrer au projet national terre. Alors, les autres webinaires ne sont pas encore définis, donc ce sera l'objet d'un vote, entre guillemets, à la fin de ce webinaire pour qu'on puisse voir qui a envie d'aborder quel sujet, qui a besoin d'être au courant de quelle thématique. Mais donc, pour aujourd'hui, on vous propose de faire un point sur les actualités donc, du projet national Terre. Il se trouve que l'Assemblée générale du PNTR s'est déroulée là très récemment, mi-octobre. Et donc pour cela, on a la chance d'avoir Théo Venceslas qui a accepté de nous présenter les actualités du PNTR. Donc Théo est enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie et il est membre de l'axe de recherche Outre-mer du PNTR. Donc je lui cède l'écran et la parole. Normalement, j'ai désactivé le partage d'écran et tu as la main, Théo. Hop, super. Alors, je vais juste passer en grand écran. Tac, essayer de le voir en parallèle. Hop, c'est bon? C'est bon, c'est parfait. Super, ok. Merci beaucoup et merci de m'avoir présenté. Euh, alors juste pour commencer rapidement et introduire un peu le sujet, donc effectivement, l'idée là c'est de prendre 30, allez, 35 minutes. Je vais essayer d'aller assez vite euh, pour vous présenter quand même pas mal de choses vis-à-vis du projet national Terre. Dans l'ensemble, comment dire, une présentation qui dont on va pas rentrer dans les détails, mais donc je vais pas vous présenter non plus des résultats des différents projets de recherche qui sont menés, mais plutôt les grands principes pardon, de fonctionnement du PNTR et en fait qu'est-ce qu'on y fait principalement depuis que ça a commencé et en ce moment on va dire. Donc le terme actualité, c'est plutôt dans le sens, voilà, qu'est-ce qu'on y fait depuis son départ. Euh, voilà, et pour ma part, de quelle manière je suis impliqué dans ce projet national, donc
quasiment depuis le départ. Et j'ai navigué entre différents axes et j'ai monté un axe. Donc, je suis animateur de l'axe qui s'attarde à regarder en fait comment on peut travailler sur la filière terre dans nos territoires ultramarins. Voilà. Donc, euh, donc voilà ce que je vous propose. Donc je vais passer rapidement sur le chronogramme du projet. Donc quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça se termine, est-ce qu'il y a une suite, etc. Et pour vous présenter les grands principes, en fait, on a une charte qui a été écrite au départ du PN et donc qui fait que à chaque fois qu'il y a des nouveaux adhérents ou des partenaires, ils ont besoin de signer cette charte. Voilà, et donc tout le monde l'a signée au départ. Donc les différents partenaires actuels, la structuration du projet, comment on fait en sorte d'impliquer en fait les praticiens vis-à-vis des chercheurs. Je trouve que c'est un point important, donc je vais essayer de passer un petit peu de temps là-dessus. Les différents projets de recherche qu'il y a actuellement, les journées thématiques qui sont des grandes journées de rencontres, euh, et voilà, et comment ça se passe pour la question des livrables et de la suite du PNTR. Voilà. Donc, très rapidement, le projet national Terre, il a pour objectif de permettre à nouveau le déploiement à grande échelle de la construction en terre crue. Et donc ça passe par la levée de multiples freins qui peuvent être d'ordre technique ou voilà, sociaux, politiques, etc., réglementaires, qu'on a identifiés au départ pour ce secteur et donc on va chercher à travailler à travers les projets de recherche. Donc ça offre un lieu d'échange entre praticiens et chercheurs. Vous allez voir, j'utilise beaucoup le terme praticien. Dans notre cas, ici, c'est par opposition à chercheur, donc c'est professionnel si vous voulez. Donc artisans, architectes, ingénieurs en bureau d'études rentrent dans ce cadre. Et donc voilà, c'est un lieu d'échange entre praticiens et chercheurs qui œuvrent ensemble à la levée de ces verrous, donc assurantiels, réglementaires, culturels, etc. Et donc les matériaux de référence du projet, ça c'est quelque chose d'important pour nous, c'est les matériaux naturels non transformés et qui n'interagissent pas chimiquement avec les argiles. C'est-à-dire que on ne va pas travailler sur de la terre adjuvantée, stabilisée avec de la chaux ou du ciment, par exemple. On travaille sur de la terre crue, potentiellement avec des fibres ou granulats végétaux, voire minéraux. Euh, Voilà. Et donc, pour les questions de renforcement, de durabilité, certains adjuvants sont autorisés, mais ils ne peuvent pas servir de référence dans le cadre du PN. C'est-à-dire que quand on va travailler dans un projet de recherche, sur, par exemple, prenons les adobes, la référence du projet de recherche sera forcément une adobe crue et non adjuvantée. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc le chronogramme, ça a commencé il y a déjà pas mal de temps, hein, ce projet national Terre. Donc il y avait eu une préétude d'opportunité, donc où justement il y avait eu l'identification des freins, une étude d'opportunité où en fait on a construit des premiers documents dans lesquels on a commencé à raconter un état de l'art, si vous voulez, une étude de montage pour voir quelle forme ça prenait, et derrière voilà le projet s'est lancé. euh, donc fin 2020. Et donc chaque année, on a une assemblée générale à la fin de l'année. Et donc la dernière, effectivement, a eu lieu début novembre 2025. Donc euh, on a en fait un peu des décalages donc, dans le sens où la dernière assemblée générale qui est programmée, c'est l'année prochaine, à la fin de l'année prochaine. Et en fait, bon, on parle déjà de suite, hein. Il y aura forcément une suite parce que on se rend compte que en fait, toute la dynamique qui a été créée, euh, en fait, on a mis vachement de temps à lancer cette grosse machine, on va dire, parce qu'on est quand même une centaine de personnes au sein de ce projet de recherche. Euh, et donc, la cohésion qu'on a réussi à obtenir est vraiment efficace, on va dire que bah, en ce moment que depuis peu. Et donc, toutes les grandes réussites du projet sont actuelles, on va dire. Donc, on a besoin de continuer, on a besoin de relancer des nouveaux projets de recherche. On a encore plein de freins, de choses à travailler. Donc, il y aura forcément une suite
Mais il y aura forcément aussi une première valorisation, pardon, de tout ce qui a été fait. Ça va, vous m'entendez bien, c'est correct, parce qu'il y a une question dans le chat. A priori, il y a une personne qui n'entend pas. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un peut nous dire que le son est correct? Ah, quelqu'un qui nous dit que ça fonctionne. Ok, Ok, super. ok. Bon, bah, Donc, a très bien. priori, il y a une personne qui a des difficultés. Je vais voir. Ok, merci beaucoup. Alors, donc sur cette fameuse charte, donc voilà, je le redis, ça concerne l'étude de la terre crue principalement, donc un matériau naturel issu du sol ou du sous-sol. Donc on peut travailler aussi sur des terres d'excavation, hein, bien sûr. Euh, et donc on travaille à la fois sur la construction navale, la rénovation des bâtiments, on essaye de travailler sur le patrimoine justement. Euh, et voilà, dans les partenaires, il y a la question de s'engager à favoriser les pratiques permettant de valoriser les savoir-faire de chantier et d'atelier et d'assurer un niveau de qualification élevé pour les professionnels de la terre crue. Ça, concrètement, ça veut dire que justement, on cherche à intégrer un maximum dans le processus de recherche du début à la fin, hein, de la construction des idées, des questions, jusqu'à voilà, jusqu'à comment on fait pour valoriser. Euh, on va chercher à intégrer un maximum les praticiens. Les procédés de construction qui sont étudiés dans ce projet, ils doivent permettre une réduction significative des impacts environnementaux par rapport à des procédés conventionnels. Donc encore une fois, voilà, on va pas travailler sur des matériaux stabilisés qui pourraient justement être impactants d'un point de vue environnemental, mais on va pas non plus travailler sur des solutions techniques qui nécessitent par exemple énormément de transport ou énormément de transformation. On cherche à rester dans un cadre avec des impacts environnementaux faibles. Euh, et donc, bah, forcément, ça aussi, ce que ça veut dire, c'est valoriser le travail sur les matériaux locaux, favoriser le travail sur les matériaux locaux. Euh, il y a aussi un point qui est important pour nous, c'est ce qu'on appelle l'approche performantielle par opposition à l'approche par le matériau. Donc, par exemple, on a l'habitude dans le bâtiment en fait d'avoir de la certification de matériaux pour construire. Donc, on a des certifications sur les sacs voilà, de liant, par exemple, sur certains produits industriels. Nous, l'idée, c'est d'avoir une démarche d'obligation de résultat, c'est-à-dire que on vient valider un ouvrage par un essai de la performance du résultat. Donc un essai sur site. Donc il y a tout un axe de recherche là-dessus sur le développement d'outils et d'essais in situ. Et enfin, donc les matériaux et adjuvants qui sont utilisés dans le cadre de ces actions de recherche, ils doivent être d'origine et de composition connue, libres d'utilisation sur l'ensemble du territoire, et ça ne doit pas nuire à la réversibilité du matériau. Donc ça veut dire aussi qu'on cherche on cherche à rester dans un cadre de sciences ouvertes, accessible à tous, et ne pas rentrer dans une logique euh, de privatisation de la recherche, de mise en place voilà, de protection des savoirs produits. Donc je reviendrai un peu sur ce dernier point, vous allez voir, parce qu'il y a quand même des questions sur ce que ça amène. Alors, dans les partenaires du projet, donc je disais aujourd'hui, il y a quand même une centaine de personnes qui sont impliquées. Il y a plus d'une centaine de personnes qui sont membres. Donc on a en fait forcément une ou plusieurs personnes par groupe ou institution. Donc il y a plusieurs institutions publiques, il y a des associations, il y a des établissements d'enseignement et de recherche forcément, donc des universités, des écoles d'architecture, des écoles d'ingénieurs. Et on a voilà, une quarantaine d'entreprises, donc d'artisanat ou d'ingénierie ou d'architecture euh, implantées dans l'ensemble du territoire et qui sont membres de notre projet national. Donc, je vous reciterai aussi ça à la fin, mais qu'est-ce que ça veut dire être partenaire du projet? Ça veut dire donc signer cette fameuse charte
et voilà, et chercher à s'engager pour le développement de la filière au vu voilà, de ce qu'on a signé ensemble, de ce qu'on s'est accordé à faire. Euh, et voilà, et essayer de contribuer à la création d'une doctrine technique dans le sens voilà, où on reste dans ce cadre euh, de faible impact environnemental, par exemple, où on cherche à mutualiser les moyens, échanger avec l'ensemble de la communauté des acteurs, porter nos propres questionnements, partager de l'expertise, participer aux actions de recherche, être informé des dernières avancées scientifiques et promouvoir le réemploi des terres d'excavation. Voilà, l'idée, c'est de s'engager enfin, à faire tout ça quand on devient partenaire du projet. Et comment ça se passe pour devenir partenaire? En fait, donc on présente une sorte de candidature qui va être validée par le comité de pilotage ou non, hein, où il y a des questions qui sont posées, si questions il y a, euh, et il y a une adhésion forcément à payer. Donc, comment ça se structure ce projet? On est organisé autour de 10 thématiques. Pardon, je sors un peu d'un rhume, c'est la période. Donc, on a structuré en 10 thématiques. Il y a 7 axes de recherche, donc le comportement mécanique, pardon, confort et efficacité énergétique des bâtiments en terre crue, où on va traiter la thermique, la gestion de l'humidité, l'acoustique. Euh, il y a un axe de recherche sur la durabilité des ouvrages, donc durabilité dans le sens potentielle dégradation ou étude de ces phénomènes de dégradation. Les essais in situ, dont je vous ai parlé déjà, les impacts environnementaux, où on va travailler justement bah, sur les fameuses FDES, donc, fiches déclaratives environnementales et sanitaires, pardon. Il y a un axe de recherche sur la sécurité incendie, où on regarde justement comment se comportent tous ces matériaux au feu. Et il y a un axe de recherche socioculture, où là, je vais revenir dessus à la fin de cette présentation, mais voilà, où on cherche à intégrer en fait à l'ensemble de ces recherches, euh, bah, en fait, voilà, une question sociale de l'organisation des chantiers, par exemple, voilà, de ce qu'amène en fait la terre crue en termes voilà, de questions bah, voilà, potentiellement socioculturelles ou sociopolitiques du domaine du bâtiment. Et on a des groupes de travail qui sont transversaux à l'ensemble de tout ça. Donc, la question des textes normatifs, puisque bah, l'ensemble des projets de recherche doivent aboutir en fait à des résultats qui derrière nous permettront de mettre en place des textes réglementaires ou normatifs. Euh, il y a le groupe de travail communication, donc que ce soit interne ou externe, puisque voilà, il y a aussi ce but de valoriser, pas que à travers les textes normatifs, mais aussi à travers voilà, des textes vulgarisés pour l'ensemble de la profession. Et il y a ce groupe de travail outre-mer où bah, en fait on essaye d'intégrer au maximum et de sensibiliser à la prise en compte des territoires ultramarins, voire à ce qu'on est en train de faire en ce moment, à monter des projets de recherche spécifiques pour les territoires ultramarins. Donc dans l'ensemble de ces axes de recherche et groupes de travail, on a en fait des animateurs euh, qui vont voilà, bah, essayer de coordonner en fait le travail dans chacun de ces axes et qui vont du coup derrière siéger au comité de pilotage. Et donc voilà, vous avez une présentation ici de ces animateurs et donc à chaque fois on essaye d'avoir toujours cet équilibre entre chercheurs et praticiennes. Euh, Au maximum, hein, parce que ça reste voilà, une démarche volontaire. Et donc derrière, on a un bureau exécutif donc, qui va se charger de la coordination vraiment très globale de l'ensemble du projet, de l'organisation par exemple des assemblées générales. euh, et pareil, où on cherche cet équilibre praticien-patricien.
Vous me dites si je vais trop vite aussi, hein, Eva, n'hésite pas à me dire si je vais un peu trop vite. Bon, moi, je pense que c'est bon, il n'y a pas de remarques dans le chat, donc c'est tout bon. Ok, ça marche. Euh, alors, je vais venir à la question des projets assez rapidement. Avant ça, il y a cette question justement de l'implication des praticiens, voilà, dont je répète un peu la question. En fait, ça part d'une volonté de départ. C'est vraiment à la construction de ce projet-là qu'on a voulu faire de la recherche ancrée dans le concret et qui part des problématiques justement des maçons-maçonnes, des architectes et des ingénieurs. Mais en fait, on constate que il y a une inégalité, forcément, parce que bah, il y a des différences de possibilités de passer du temps dans le projet de recherche en étant rémunérés, puisque les chercheurs sont rémunérés de base pour ce type de travail, euh, du moins dans la fonction publique. Et il y a un potentiel ressenti de manque de légitimité de la part des professionnels vis-à-vis des compétences de recherche, vis-à-vis de la compréhension du fonctionnement global de ce projet-là. Donc pour travailler à rééquilibrer ces différences, et assurer une implication forte des praticiens, on a mis en place différentes actions qui peuvent être rémunérées pour ces praticiens, donc sur justificatif forcément, mais voilà, on met en place cette démarche de sorte à ce que les praticiens qui s'engagent soient rémunérés pour ça et que ça fasse partie de leur travail. Et donc ça, c'est notamment possible aussi via les adhésions. Donc il y a des actions de coordination, de rédaction, de relecture de compte rendu, ou de rapports de recherche, des journées de travail, donc par exemple définir ensemble des essais, ou enquêter pour documenter les pratiques de chantier, ou tout simplement construire des prototypes. Tout ça, c'est des actions qui sont rémunérées pour les praticiens et qui permettent de faire avancer la recherche par la pratique. Voilà, donc j'en arrive à ces fameux projets de recherche. Donc en général, il y en a pas un tas incroyable, hein, vous allez voir. Néanmoins, ça reste quand même des projets de recherche assez conséquents qui intègrent un nombre important de, d'institutions et de personnes. Donc voilà, le premier que je vous propose, c'est le projet Bauge Porteuse, donc qui travaille sur la caractérisation mécanique et structurelle pardon, des ouvrages en Bauge, dans lequel on retrouve donc l'IAUR, le collectif Terreur Armoricain, euh, l'Université Gustave Eiffel, le NTPE, l'UBS. Donc ça se passe principalement autour de la Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, et un peu en Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, il y a toujours un axe de recherche qui est associé à chacun des projets. Et donc dans ce projet-là, actuellement, il y a une thèse qui est déjà bien avancée. Et voilà, et les objectifs, c'est de s'attacher à lever les verrous concernant la prise en compte des capacités mécaniques des ouvrages en bouche. Donc ça passe par la caractérisation de murs à échelle 1, de développement d'essais sur éprouvettes, d'évaluation de l'impact des hétérogénéités et de proposition d'essais simples d'évaluation de la performance. Et la finalité, c'est un guide de dimensionnement de la bauche porteuse. Donc là, peut-être juste rapidement pour donner un tout petit peu de détails, ce qui a été fait, par exemple, pour travailler sur l'hétérogénéité de la Bauge, c'est la fabrication de plusieurs dizaines de murets à échelle 1 par à chaque fois différents artisans qui sont venus en fait bah, montrer leur pratique à travers la construction de ces prototypes. Et donc derrière, c'est ces prototypes qui ont été testés mécaniquement. Donc là, ce que vous voyez là, c'est un type de fabrication de bauge, ce qu'on voit sur sur l'image, donc en gazon ou en pâton. Donc on voit la structuration en fait de la bauge par petits éléments. C'est une manière de faire, il y en a plein d'autres. Mais voilà, ça montre l'hétérogénéité qu'on cherche à prendre en compte dans la caractérisation mécanique. Je me mouche une petite minute. Je profite pour dire en attendant si vous voulez poser vos questions dans le chat.
n'hésitez pas comme ça, Théo, il pourra soit y répondre au fil de la discussion, soit à la toute fin, quand on aura un temps spécifique. Merci Eva. Ok, donc projet suivant, c'est le projet Pisé, qui vise à dimensionner aussi de la même manière les structures en pisé non adjuvanté. Et donc, on a pour ce projet donc l'école centrale de Lyon, le NTPE, Polytech Grenoble, l'université Savoie-Mont-Blanc. Euh, donc c'est toujours lié à l'axe de recherche mécanique. Il y a aussi, il me semble, une thèse et plusieurs postdoctorats dans ce cadre. Et donc, le projet vise à établir des outils qui permettront de dimensionner aussi, pareil, comme la Bauge, des structures porteuses en pisé, selon une approche connue des acteurs et actrices de la construction, à savoir les eurocodes. Donc, ça proposera une méthodologie pour définir des résistances mécaniques, des facteurs de sécurité, des facteurs de conversion, donc d'échelle, euh, tout ça dans un contexte où le suivi de la qualité de confection des murs sur site peut s'avérer variable. Donc les hétérogénéités, encore une fois, sont liées au processus de séchage variable dans les murs, euh, notamment, hein, parce qu'on retrouve peut-être un peu moins d'hétérogénéité de manière de mettre en œuvre le pisé, mais derrière, il y a des hétérogénéités euh, en fonction des sites de construction, des hétérogénéités climatiques, on pourrait dire. Et donc, de la même manière, ça doit aboutir à la création d'un guide pratique de dimensionnement, euh, accompagné de potentiels guides d'essais mécaniques. Il y a un projet de recherche aussi donc, qui s'appelle Caractère, donc, qui là vise à la caractérisation et au dimensionnement acoustique des constructions en terre crue. Euh, donc ce projet-là, lui, est plutôt intégré à l'axe confort et efficacité énergétique. Là, peut-être un peu de contexte, on se rend compte qu'en fait, on a déjà pas mal de données sur les questions hygrothermiques de la Terre. Et en fait, petite anecdote, l'ADEME, euh, depuis quelques années, finance de moins en moins les projets sur l'hygrothermie de la Terre, justement. Parce qu'en fait, on en a fait beaucoup et bon, l'ADEME en a un peu marre, quelque sorte. Donc voilà, donc on passe sur d'autres questions qui sont elles aussi en fait très importantes pour le bâtiment, hein, je pense que vous le savez tous, et donc notamment ces questions d'acoustique. Donc là, l'objectif principal du projet, c'est la levée des freins réglementaires et normatifs acoustiques pour l'ensemble des techniques constructives en terre crue. Donc on s'attache pas à une technique précise comme la bauge ou le pisé par avant, mais on regarde un ensemble de techniques. Et donc ça passe par la caractérisation de performances acoustiques de systèmes constructifs en terre crue euh, à différentes échelles, matériaux, parois et bâtiments. Donc il y a de l'instrumentation et de l'entretien et de l'enquête dans des bâtiments existants aussi. Euh, et donc l'extension des résultats d'essais en vue des potentielles évolutions à venir de ces techniques revêt une importance majeure pour nous. Donc, on vise à définir des solutions constructives qui répondront à la fois aux exigences acoustiques, pardon, mais aussi à la réalité du chantier, et aux potentielles contraintes hygrothermiques et structurelles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des liens euh, assez clairs qui se font entre les exigences hygrothermiques et les exigences acoustiques. Et aussi structurelles. C'est-à-dire que là où, par exemple, on a des besoins de liaison structurelle forte, potentiellement, ça peut être des ponts acoustiques derrière. Donc, on essaye, voilà, de traiter un peu tout ça en même temps. Donc, c'est un projet aussi d'ampleur, celui-ci. Et voilà, pour finir, au-delà des seuils acoustiques réglementaires, qui ne répondent pas forcément toujours aux attentes des usagers et usagères, notamment pour le logement, on va porter une attention à la perception des habitants. Donc il y a aussi des enquêtes dans des logements habités pour, voilà, pour prendre en compte cette perception.
Donc, par exemple, en ce moment, on est à la recherche de logements dans lesquels on va retrouver du torchis et de logements collectifs pour pouvoir aller enquêter sur place et faire des relevés à la voie technique et faire des enquêtes auprès des habitants et habitantes. On a un deuxième projet sur le pisé. Donc là, c'est une étude sur la vulnérabilité sismique des structures en pisé, avec et sans renforcement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, une bonne partie du patrimoine pisé se trouve dans des zones sismiques à risque sur le territoire hexagonal, pas sur l'ensemble du territoire national, hein. On n'a pas de pisé dans les territoires ultramarins. Mais voilà, donc ça amène à se questionner sur ce sujet-là. Euh, et donc là, cette fois-ci, le projet vise à établir des outils qui permettront de dimensionner les structures porteuses en pisé, mais vis-à-vis de la question sismique. Donc de la même manière, il y a une méthodologie qui sera mise en place pour définir des outils euh, qui aident au calcul et à la mise en place de protocoles expérimentaux pour évaluer la capacité des structures en pisé à résister au séisme avec et sans renforcement. Donc avec et sans renforcement, ça veut dire simplement que dans les techniques habituelles pour renforcer une structure vis-à-vis de la sismicité, en fait, on met en place un maximum de chaînages horizontaux et verticaux, euh, ce qui, en fait, n'est pas forcément le cas dans une mise en œuvre de pisé traditionnel. En pisé traditionnel, on va retrouver un chaînage horizontal en bas et en haut, mais pas forcément des chaînages verticaux, ni intermédiaires. Euh, Il y a un projet de recherche sur le comportement au feu. Donc j'ai mis à chaque fois comment dire, les images principales qui sont présentées, les logos. Je crois que le logo Mur Terre Feu, il y a eu un peu d'humour Il est quand il a incroyable. été fait. Voilà. Mais voilà, il y a tout un tas de choses très intéressantes qui se passent dans ce projet-là et qui visent à étudier le comportement au feu de différentes techniques de construction. Donc cette fois-ci, il y a la prise en compte des briques, du pisé, de la terre allégée, des enduits. Euh, et le but est de faciliter le recours à la terre dans le cas de murs qui nécessiteraient une évaluation vis-à-vis du risque incendie. Donc c'est des recherches qui sont menées principalement en laboratoire ici, en vue de valider des ouvrages qui sont étudiés dans un domaine le plus large possible. C'est-à-dire qu'on prend tout un cas, enfin tout un ensemble de cas d'études, et derrière on vient les étudier, enfin étudier leur correspondance en laboratoire. On vient de démarrer le projet de Torchi, qui, donc lui, pour l'instant, n'a pas vraiment d'axe de recherche associé. On est en train de le déterminer. Est-ce que c'est dans l'axe confort, durabilité, comportement mécanique? Bon, faut pas prendre en compte ce que j'ai écrit. Et donc là, on a plusieurs objectifs. Défricher, mener un recensement d'une sélection de solutions, et de possibilités de torcher sur le territoire, en fonction, par exemple, de critères liés à la présence de fortes contraintes environnementales, initier et réunir une première base de données scientifiques et de valeurs, de caractéristiques des torchis, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a très peu de connaissances scientifiques validées dans la littérature. Donc le premier but, c'est ça, c'est de construire une littérature et de la diffuser, de la rendre publique, pour pouvoir continuer à utiliser ce matériau-là dans la construction et à le rénover, forcément. Et j'en arrive à la question donc, de l'axe socio-culturel. Donc en fait, dans cet axe, on a un projet qui est plutôt vraiment interne au PN, voilà, qui n'a pas réussi à rentrer dans le cadre d'appel à projets de recherche nationaux. Et donc on a en fait un ensemble d'études socio-ethnographiques de chantiers en terre crue. Donc on va faire des enquêtes collectives sur les chantiers pour voir un peu étudier l'organisation du travail et le rapport aux matériaux. Donc, on cherche à saisir les modes d'organisation, de distribution du travail, les relations de coopération ou de conflit entre les parties prenantes,
les logiques d'approvisionnement, d'adaptation technique aux contraintes, la perception du matériau, en partant de l'échelle de la journée de travail. Donc comment on fait ça? C'est une ethnographie non participante avec prise en note des gestes, des interactions, des relevés exhaustifs de situations, des prises de photos pour faire des inventaires. Et on recherche à capter en fait l'agréabilité ou la pénibilité pardon, du travail, la circulation de la parole. Euh, voilà, et donc on va relever tout un tas de données comptables et pratiquer des entretiens biographiques auprès des travailleurs pour mener cette enquête. Donc on va chercher derrière à s'interroger en fait à l'économie du chantier, aux situations de travail, à la mise en œuvre, est-ce qu'il y a de la mécanisation ou non, est-ce que c'est pénible ou non, et bah, peut-être aux valeurs, aux modes de vie qui sont engagés sur le chantier. Je vois que le temps passe vite, donc je vais peut-être pas passer du temps sur ces journées d'échange. Voilà, juste pour dire que chaque année, on a des journées d'échange sur des thématiques liées à un système constructif. Donc, on a eu le torchis, le pisé euh, et, euh, ah, et les briques de terre crue. Et bah voilà, on arrive, comme vous l'avez vu, à la fin de cette première version du projet national. Donc, on se pose en ce moment la question des livrables. Quels sont les objectifs de ces livrables? Comment ils vont être structurés, organisés et à quels enjeux ils doivent répondre. Et donc voilà, on vise forcément des documents qui sont diffusables largement, qui peuvent servir à tout le monde, à la fois vraiment pour les projets de construction, mais aussi pour les usagers, les artisans, les concepteurs, et à forcément voilà, répondre à cet enjeu d'assurabilité, de réglementation euh, et de vulgarisation pour l'ensemble des personnes intéressées. Euh, bon, voilà, et je reviendrai là-dessus s'il y a des questions. Hop, je termine là-dessus. Super, merci Théo. Alors, on a une question de Michael qui demande si toutes les terres crues se valent en fonction du lieu de projet, si le sourcing des terres disponibles est facile à mettre en œuvre. Il y a eu un premier travail de fait dans le cadre du PNTR où on a cherché en fait à avoir des terres communes. Donc il y a certains travaux qui se font sur des mêmes terres. Mais sinon, en fait, comme on cherche à travailler sur la variabilité de base, il y a en fait un travail qui est fait aussi notamment par le collectif terreur armoricain qui travaille sur la convenance des terres. Donc c'est une démarche qui est intégrée aussi. Euh, C'est-à-dire que quand on est face à une terre, de base dans un projet de construction, on va d'abord chercher à savoir ce qu'on peut faire avec cette terre-là avant de dire concevoir voilà, une technique, dire je veux faire mon bâtiment en pisé et comment je vais pouvoir utiliser cette terre-là pour faire du pisé. Donc on reste dans cette démarche, nous, et dans le cadre d'un projet de recherche où par contre on a besoin d'étudier une technique en particulier, là effectivement on s'ancre dans des territoires où on retrouve ces techniques et donc on cherche des terres qui sont utilisables pour ces techniques. Ok, merci pour ta réponse. Il y a François Streff aussi qui précisait tout à l'heure quand tu parlais du projet Bauge, il précisait qu'il y a 2 artisans normands qui ont participé à la réalisation des murs en Bauge coffret. Est-ce que tu as un peu plus d'infos sur cette participation normande? Euh, Très peu, mais je pense que la volonté de François, c'était pour dire que ça se passe peu que en Bretagne, Oui, et c'est ça. qu'effectivement, on a la Normandie qui travaille aussi beaucoup sur la Bauge, forcément. Euh, mais voilà, si François veut amener des, comment dire, des détails, là, on peut peut-être lui ouvrir le Oui, micro s'il souhaite, mais il est encore là. Est-ce qu'il est encore là? Il est peut-être plus là. Il est peut-être bon. plus parmi nous. Non, je le vois plus dans la liste. Il a dû s'échapper. Et Euh, en fait, c'était pour dire ça aussi. C'est vrai que on a constaté que dans ce projet, il y avait une surreprésentation des artisans bretons. Mais tout à l'heure, quand je disais qu'on a besoin de voir l'hétérogénéité des manières de faire, des savoir-faire,
on a quand même réussi à intégrer des artisans normands. Mais voilà, bah, s'il y a un message à faire passer dans ce webinaire, c'est ça, c'est de dire que en fait, on n'a pas tant que ça d'entreprises normandes qui sont représentées dans le projet national Terre, donc on a besoin en fait de personnes pour représenter la Normandie. Donc voilà, ça tombe très bien. Et donc, a priori, ce serait des missions rémunérées, en tout cas pour les praticiens qui voudraient y consacrer du temps. Tout à fait. Ok. Et alors justement, j'en profite parce que je vois pas d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Quand tu montrais tout à l'heure la carte des partenaires, il y avait quand même pas mal de partenaires en Normandie. Est-ce que de mémoire, tu pourrais nous reciter alors j'imagine donc qu'il y a l'école d'architecture de Rouen. Si tu as en tête les autres partenaires normands. Ouais. Alors, en termes d'association, bah, il y a l'ARP. Ouais. En termes de praticiens, donc il y avait Sophie Popo qui était là, bah, elle est toujours là, donc il y a le collectif Les Jours, effectivement. Et en termes d'établissement, d'enseignement et recherche, en dehors de l'ENSAL, il me semble qu'il y a le Builders et l'université de Caen. Je suis pas certain. Ok. Voilà, École et donc d'ingénieur. ouais, Ok. Oui, Sophie confirme qu'il y a bien le collectif Les Jours. ouais. Ça marche. Avec le projet Merci. Torchi, voilà, Est-ce qu'il y a notamment. d'autres réactions, d'autres questions dans le chat? Vous pouvez en profiter encore quelques minutes. En tout cas, on espère que l'intervention de Théo a permis de comprendre un peu plus comment fonctionne le PNTR, puisque c'est quelque chose, il l'a dit, qui a démarré depuis quelques années et souvent les gens en entendent parler sans avoir trop de précision sur ce qui est fait à l'intérieur de ce PN. Donc l'idée là, c'était vraiment de vous apporter un peu plus de détails et de concret pour que ça ne reste pas quelque chose de flou, un peu lointain à l'échelle nationale, mais que ça puisse être un peu plus concret pour vous. Ok, il y a des gens qui disent que c'est beaucoup plus clair. Bon, donc a Super. priori, Théo, ça a servi. Mission accomplie. Ok. Eh Extra. Est-ce que ben, j'en profite du coup pour reprendre le partage d'écran et alors oui, Sophie Popo précise effectivement que le PNTR est issu au départ de la Confédération Terre Crue. C'est vrai qu'on n'en tout a à pas fait. forcément parlé. Ouais, Et j'ai justement, pas. Ouais. ouais, si tu veux peut-être en dire deux mots, Théo. Oui, bah, rapidement, c'est vrai que j'ai pas mis ce contexte de départ, mais en fait, c'est même en fait l'hébergement financier est fait au sein de la Confédération Terre Crue. Donc, on a vraiment un lien fort entre la Confédération Terre Crue et le PNTR, qui est en quelque sorte, enfin, l'entité PNTR est une entité de la Confédération. Mm, Donc, on a un lien très fort entre ces, ouais. ouais, ces deux groupes. Et justement, du coup, c'est une belle transition parce que on voudrait vous demander quelle serait la prochaine thématique pour le webinaire suivant. Et donc, bah, nous, naturellement, on se disait que peut-être faire un webinaire sur la Confédération Terre Crue en tant que telle, ça pourrait encore une fois permettre de bien comprendre la différence entre Confédération et PNTR. Donc, je vais essayer de repartager mon écran. Ah oui, Hop, je quitte. je ne sais pas si ça fonctionne. Euh, Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Super. Donc, l'idée, c'était de vous demander, donc vous pouvez réagir dans le chat, quelle serait la prochaine thématique que l'on pourrait proposer pour un deuxième webinaire. Donc, nous, ce qui nous semblait intéressant peut-être, c'était de faire un focus sur la Confédération Terre Crue pour que vous puissiez bien comprendre quelles sont ses missions, à quoi elle sert, et justement le lien avec le PNTR. Après, ça peut être aussi des thématiques par rapport à d'autres collectifs régionaux, puisque, je le rappelle, en Normandie, on est en train de se poser la question de structurer la filière locale. Donc, on pourrait peut-être s'inspirer aussi de la manière de faire dans d'autres régions. Donc, pourquoi pas peut-être inviter le collectif terreur armoricain à venir témoigner, le collectif Île-de-France, enfin, voilà, voir ce qui vous intéresse le plus. Il y avait aussi une suggestion sur un projet, un retour d'expérience Restore avec le CSTB. Alors ça, c'est peut-être plus Sophie Popo, justement, qui maîtrise la thématique. Euh,
Et puis, pourquoi pas faire un focus sur le torchis, puisqu'il y a pas mal d'acteurs normands qui sont impliqués dans la recherche sur le torchis que tu as présenté, Théo. Donc, ça pourrait aussi être l'occasion de refaire un focus un peu plus poussé sur ce projet-là en particulier. Donc, j'ai envie de dire à vos votes, si vous avez des suggestions, et vous pouvez les écrire directement dans le chat. Et on essaiera, en fonction de la quantité de réponses, de vous suggérer une deuxième date pour un webinaire, peut-être qu'aura lieu en janvier ou début février. On essaiera de vous proposer des dates. Alors, on nous dit qu'il n'y a que des bonnes idées, ça ne va pas forcément nous aider à choisir. Mais... L'idée étant, encore une fois, je le rappelle, c'est d'aider un peu les praticiens normands à se repositionner par rapport à tout ce qui se fait à l'échelle nationale, et pour qu'ensuite, après nous, sur la Normandie, on arrive un peu plus à poser des actions locales. Ouais, c'est vrai que, enfin, si je peux dire un mot, c'est que faut qu'on se dise peut-être que l'objectif reste de réussir à se structurer en tant que collectif à l'échelle de la Normandie. Donc faut que voilà, cette suite de 3 webinaires puisse nous aider à faire Exactement. ça, ouais. C'est ça, c'est que l'idée, ça va nous aider, nous inspirer à imaginer une structuration normande. Sachant que, encore une fois, il y aura peut-être un webinaire numéro 3, numéro 4. Donc, si les thématiques vous plaisent toutes, on peut aussi juste les imaginer sur plusieurs webinaires. Donc, n'hésitez pas à nous dire, en tout cas, celle qui vous semble la plus urgente, entre guillemets. Mm. Alors, on a des réactions pour Confédération Terre Crue, les autres collectifs régionaux aussi. Donc, pourquoi pas aller demander des témoignages de nos voisins. Et puis, globalement, 4 webinaires à organiser, bah, pourquoi pas, hein. On peut essayer ça. Ok. Ah oui, il y a Marie qui nous indique qu'effectivement, dans les Hauts-de-France, il y a un collectif qui est en train de voir le jour. Et que ça pourrait effectivement être intéressant de voir comment est-ce dans les Hauts-de-France et en Normandie, on pourrait s'inspirer les uns les autres pour monter un collectif aussi. Alors, il y a quelqu'un qui dit un éclairage sur une veille technique du territoire. Si ça peut être un peu précisé. Alors, je ne sais pas qui c'est puisque c'est Contact, le nom de la personne. Si la personne qui s'appelle Contact peut préciser un peu plus ce qu'elle entend par une veille technique du Oui, territoire. Eva, c'est moi, Mathilde Le Goff. Ok. Salut. Je voulais préciser effectivement en termes de projets qui sont sur le département, par exemple, et puis qui travaille dans quoi, par exemple, il y a la BTC, le Torchi, etc. Peut-être essayer de discuter entre nous sur, bah, voilà, quand j'entends veille technique, c'est justement des rapports des expérimentations qui sont faites et puis qu'on puisse se les partager du moins. Ok, d'accord. Donc là, plutôt centré Normandie alors. Oui, ou pas, hein, ça peut être en Bretagne également, puisque ils font beaucoup de Ok, choses aussi en Bretagne. ok. Bon, bah, c'est noté. Laurent qui demande si on prévoit aussi une rencontre avec les acteurs du collectif normand. Donc effectivement, on peut aussi aborder le sujet parce qu'il nous reste quelques minutes. Cette année, on avait organisé les premières rencontres de la construction terre normande au mois de mai. On peut aussi monter un petit groupe de travail pour organiser les futures rencontres, donc la deuxième édition l'année prochaine en 2026. Donc s'il y a des gens qui sont motivés et qui souhaitent donner un peu de leur temps, on peut monter un petit groupe informel pour essayer justement de préciser bah, où est-ce qu'on pourrait organiser cette deuxième édition des rencontres, euh, à quelle date, etc. Donc c'est une bonne idée. S'il y a des gens qui ont envie de s'impliquer, n'hésitez pas, même chose, à vous faire connaître dans le chat. Comme ça, je pourrais monter un groupe et on pourra prévoir des visios éventuellement. En tout cas, sachez que ça ne demande pas beaucoup de temps puisqu'on ne se rencontre pas très régulièrement. On est complètement informel, donc dans ce sens-là, il n'y a pas de régularité où on ne fait pas une visio une fois par mois. En fait, tout est à construire, comme on le disait, on n'est qu'au début de la réflexion sur la structuration normande.
Donc ça peut être l'occasion justement de ramener un peu plus d'idées dans notre petit groupe et pouvoir agrandir le groupe au fur et à mesure d'avoir des initiatives. Je vois que Laura nous dit qu'elle est intéressée, donc bah, super. Je vais pouvoir t'intégrer à la discussion. Sophie précise que le projet Restore est un projet de guide technique sur les détails de mise en œuvre de la terre allégée et sa validation par le CSTB. Donc, la terre allégée, mine de rien, en Normandie, ça fait écho, ça fait sens. Ouais. Donc, ça pourrait aussi valoir le coup de programmer un webinaire uniquement sur ce sujet-là. Et le projet Torchi, selon elle, c'est trop prématuré et se fera au sein du PNTR. Ok. Donc, pas forcément de webinaire pour l'instant sur le projet Torchi. Ça pourra attendre encore un peu. Ok, super. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions et pas d'autres réactions, il ne me reste plus qu'à remercier Théo une nouvelle fois pour cette présentation. Merci, merci. Et puis, n'hésitez pas voilà, vous faire savoir si vous souhaitez être inclus dans les boucles de mails, parce qu'on n'a pas non plus envie de vous inonder de mails. Mais si vous voulez nous aider à la structuration de la filière locale, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Je vois qu'il y a Valérie aussi qui dit qu'elle est intéressée. Bon, et ben, je ne manquerai pas de vous renvoyer tout ça par mail. Merci à tout le monde. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Merci beaucoup.